Suite à la forte baisse des réserves de change de la RDC, la Banque centrale du Congo est sommée par le Fonds monétaire international de les transférer en dehors du territoire national. Cette décision, qui entame certes la souveraineté économique de la RDC, est acceptée par le gouvernement congolais car elle est l'une des conditions sine qua non exigées par le FMI pour la reprise de la coopération structurelle avec Kinshasa en début de l'année 2020. Plus de détails dans le corps de cette édition de Fiscalité et Développement. 3 décembre 2009, 3 décembre 2019, 10 ans se sont écoulés jour pour jour depuis que la douane congolaise a changé de statut, passant de l'OFIDA à la DGDA. Pour commémorer ce 10e anniversaire, la haute direction de cette régie financière a organisé 3 journées portes ouvertes qui vous seront commentées dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux poursuivre Fiscalité et Développement, qui est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo est appelée à transférer les réserves d'échange dans ses comptes bancaires à l'étranger. Elle doit le faire 5 jours ouvrables avant la tenue du conseil d'administration du Fonds monétaire international prévu le 16 décembre 2019 pour statuer sur le programme de référence avec la République démocratique du Congo. C'est l'une des exigences du Fonds monétaire international à laquelle d'ailleurs le gouvernement congolais a souscrit avant toute conclusion d'un programme avec le pays. Les échanges entre les équipes du FMI et la Banque centrale du Congo ont abouti à la conclusion selon laquelle la partie congolaise n'utilisait pas la définition conventionnelle des réserves d'échange, ce qui exige que la Banque centrale du Congo dépose ses avoirs en devises dans ses comptes bancaires à l'étranger, mais la majeure partie de ces réserves a été malheureusement déposée auprès des banques commerciales, a indiqué Philippe Egoumé, directeur résident du Fonds monétaire international, dans un échange avec la presse. Il a en outre révélé que les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo à fin octobre 2019 ne sont que de 302 millions de dollars américains, ce qui représente une semaine seulement d'importation de biens et services. Sachez également que le Fonds monétaire international, le FMI, et le gouvernement sénégalais ont organisé lundi 2 décembre 2019 à Dakar une conférence internationale sur le thème le développement durable et dette soutenable, le juste milieu. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par son ministre des Finances, José Selela Gouli, Jean-Louis Miasokama pour les détails. Le président du Sénégal, Macky Sall, a été bien inspiré d'organiser cette conférence au moment où bien des pays africains se trouvent à la croisée des chemins pour leur développement. Face aux derniers thèmes proposés, les derniers mots de la directrice générale du FMI ont été: il nous incombe conjointement de trouver le juste équilibre entre le développement et la dette, entre le bien-être de la présente génération et les perspectives des générations futures. Le président du Bénin, Patrice Talon, a relevé la mauvaise perception du risque dans les régions africaines et le refus d'appréciation de la bonne dette par les institutions internationales. Cela empêche aux États africains d'emprunter à des conditions favorables pendant que l'argent apprêté est abondant et bon marché sur le plan international. Le ministre congolais des Finances, Selela Gouli, veut faire franchir à la RDC un nouveau cap dans la gestion financière des apports extérieurs. Aujourd'hui, le problème des pays africains, c'est de voir comment sortir des exigences du Fonds monétaire international en ce qui concerne la dette concessionnelle. Qu'est-ce qu'il faut pour que le pays aille sur le marché classique et obtenir des financements non concessionnels, mais qui peuvent être utilement affectés au développement des infrastructures dont l'Afrique a énormément besoin pour mettre en valeur ses multiples potentialités. Les participants s'en ont allés à la recherche du juste équilibre entre développement durable et dette soutenable. Retour au pays, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 5 décembre 2019 le rapport de la commission
économique et financière sur le projet du budget de l'État pour l'exercice 2020. Le texte a été transmis au Sénat pour une seconde lecture comme d'habitude. Toutefois, l'ECOFIN a formulé des recommandations à l'endroit des 3 régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD, pour une meilleure mobilisation des recettes internes. Au gouvernement, la Commission a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement non encore exécutées pour améliorer la maximisation des recettes, notamment la réforme du système fiscal, le renforcement du mécanisme de saisie et de traçabilité des recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux au Trésor public, la certification des réserves minières, gazières, pétrolières et forestières du pays en vue de la recherche des capitaux sur le marché international. Le texte envoyé au Sénat suivra la même gymnastique qu'à l'Assemblée nationale avant l'adoption finale par les 2 chambres du Parlement du projet du budget de l'État pour l'exercice 2020 au plus tard le 15 décembre, date marquant la fin de la session ordinaire du mois de septembre 2019. Notez enfin que l'Assemblée nationale a maintenu le chiffre global de 10 milliards de dollars américains pour le projet du budget de 2020 tel qu'envoyé par le gouvernement. Ce n'est qu'après que ce projet de loi sera promulgué par le président de la République au plus tard le 31 décembre 2019. Restons toujours au Parlement pour vous dire que le Congrès vient d'adopter son règlement intérieur pour permettre au chef de l'État de faire son discours devant la nation via le Congrès. Ce sera le 14 décembre prochain. Rendons-nous à présent à la douane congolaise où le 6 décembre 2019 restera gravé dans les annales de l'administration douanière congolaise avec la signature du protocole d'accord entre la DGDA et l'Agence de facilitation des transports de transit du corridor central. Cet accord permettra à la douane congolaise d'avoir accès à des informations utiles relatives aux importations et exportations en destination ou au départ de la partie est et sud-est de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Fabien Bakayaka et Fanfa Makitou. Deoru Guizamagera pour les douanes congolaises et Dieudonné Dukundani pour l'Agence de facilitation du transport du transit du corridor central ont apposé leur signature au bas de ces protocoles d'accord. Ainsi, les 2 parties s'engagent à échanger les données informatisées relatives aux cargaisons transitant par les ports de Dar es Salaam en Tanzanie. En filigrane, le souci est de résoudre tant bien que mal les difficultés qui ne facilitent pas l'acheminement aisé des marchandises suite aux longs délais et aux coûts élevés des transports. Selon le patron des douanes congolaises, Deoru Guizamagera, ce protocole d'accord est bénéfique à plus d'un titre à son institution. Le protocole d'accord que nous allons bientôt signer permettra un échange régulier des données informatisées sur les cargaisons transitant par le port de Dar es Salaam. Après validation, ces données seront publiées dans l'Observatoire du transport du corridor central. De même, ce protocole permettra un accès au système web de la FTTCC, ce qui, du point de vue de l'administration des douanes, facilitera l'accès à des informations utiles dans le cadre de la lutte contre la fraude. Le corridor central regroupe 5 pays, à savoir la Tanzanie, la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Dans ce mot, le secrétaire exécutif de cette organisation a mis en exergue la nécessité pour tous les membres de conjuguer les efforts pour résoudre ensemble les difficultés qui se dresseraient sur leur chemin. Cet accord va nous permettre d'accéder à certaines informations. Et pour votre information également, nous avons déjà des accords signés avec les autres 4 pays. Et depuis que nous sommes dans ces arrangements, je pense que le projet de l'Observatoire a commencé en 2013, nous n'avons jamais connu, monsieur le directeur général, aucune plainte, quelle qu'elle soit, de la part d'aucune administration douanière par rapport à la violation du principe de confidentialité. Ça n'a jamais existé et je voudrais vous confirmer que nous allons tout faire pour garder cette clause. Nous sommes une organisation des pays. L'information va nous aider à pouvoir dire aux décideurs
que voilà, les inefficiences se retrouvent à ce niveau. Et donc, comme un accord, on va alors déterminer les solutions possibles pour aider nos opérateurs économiques à lever les obstacles qui hantent leur commerce. Rappelons que l'Agence de facilitation du transport ou du transit du corridor central vise à promouvoir les systèmes du transport des transits efficaces et durables dans l'intérêt des États membres et d'améliorer la compétitivité de ces corridors. Toujours à la DGDA, un autre fait sur ces annales, c'est la célébration du 10e anniversaire de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, depuis la dernière réforme initiée par le gouvernement de la République, transformant ainsi les entreprises publiques. À cet effet, la douane congolaise a cessé d'être une entreprise publique et l'a été transformée en un service public sous l'appellation de Direction générale des douanes et accises, en remplacement bien sûr de l'Office des douanes et accises OFIDA. Pour célébrer ce 10e anniversaire, 3 journées portes ouvertes ont été organisées du 3 au 5 décembre 2019 au siège même de cette régie financière à Kinshasa ainsi que dans toutes les provinces douanières du pays. Didi Mavambou, Fanfa Makitou, Priska Sekana et Philon Cholet nous en disent plus dans ce reportage. 3 décembre 2009, 3 décembre 2019. Cela fait exactement 10 ans depuis que l'Office de douane et accises OFIDA est devenu Direction générale de douane et accises DGDA. La douane congolaise a quitté les statuts d'entreprise publique pour se transformer en service public suite à une décision du gouvernement qui a procédé à la réforme des entreprises du portefeuille. À cette occasion, 3 journées portes ouvertes ont été organisées à Kinshasa et à l'intérieur du pays. La première journée consacrée aux douaniers a été le moment propice pour le directeur général de la DGDA, Deo Rugwizamagera, de rappeler les grandes réalisations de sa régie financière. Et ce, devant son invité spécial, le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwendambali. Pendant ces 10 années, que peut-on retenir? Dans le domaine de la mobilisation des recettes, parmi les missions assignées à la douane, la perception des recettes des douanes et des accises occupe une place de choix. D'après les statistiques de la Direction des recettes du Trésor et de la Banque centrale du Congo, les recettes mobilisées de 2009 à 2019 ont connu un accroissement de 262%, passant de 559 milliards 531 millions 515 685 francs congolais en 2009 à 2020 milliards clôture probable en 2019. Je dis bien 2020 milliards. Le deuxième jour de festivité était essentiellement réservé aux professionnels des médias. Ces chevaliers de la plume ont, à travers une visite guidée, découvert 3 commissions mises en place par la haute direction douanière. Il s'agit de la commission des infrastructures douanières disséminée sur toute l'étendue du territoire national, la commission technique des procédures et facilitations, ainsi que la commission administrative et juridique. À l'issue de cette visite, les hommes et femmes des médias ont eu le privilège d'entrer au cœur même de la douane congolaise. Il s'agit de la salle des serveurs et de monitoring où les gabelus surveillent nuit et jour et en temps réel les trafics de marchandises dans différents postes frontaliers. Un autre fait important qui a marqué cette deuxième journée porte ouverte à la DGDA, c'est la présentation de réformes engagées par cette régie financière durant ces 10 dernières années. L'accessibilité sur Internet. Avant, on ne pouvait se fier qu'au réseau classique Vodacom, RTL, pour accéder au système douanier. Aujourd'hui, avec les informaticiens maison, il suffit d'avoir Internet dans son portable pour que, où que vous soyez, dans une zone couverte par le fournisseur, vous pouvez accéder au système douanier
introduire votre déclaration et la laisser évoluer jusqu'à la liquidation. Et si vous avez toujours Internet, vous pouvez vous connecter avec la banque, le signal de la banque, et autoriser votre banquier de payer. Et le même jour, vous avez la marchandise, sauf les petites péripéties dues aux présenteurs des concessionnaires et des activités post-dédouanement. Qui a jamais fait mieux que ça? La douane devait également être applaudie. À la clôture de ces 3 journées portes ouvertes, au cours desquelles les partenaires de la douane et le public ont été conviés, le numéro 1 de la douane congolaise, Deo Rugwiza Magera, a précisé que la politique des valorisations du capital humain est l'un des facteurs à la base de la réussite des missions de la DGDA qui contribuent à elle seule plus de 40% au budget de l'État congolais. La douane, on vous l'a dit, a une triple mission. Une mission fiscale, une mission économique et une mission sécuritaire. La principale mission, vous vous en doutez bien, c'est la mission fiscale, qui consiste à mobiliser les recettes de l'État pour créer des richesses, réduire la pauvreté, dans une atmosphère de paix sociale. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour répondre aux attentes du gouvernement, mais également aux attentes de la population. Nous ne sommes pas une douane tracassière, pas du tout. Nous sommes une douane qui favorise, qui facilite les échanges pour la création des richesses, comme je viens de l'indiquer, et réduire la pauvreté. Il faudra effacer de nos têtes cette idée de voir dans la douane et dans le douanier un adversaire, ce n'est pas un ennemi, pas du tout. Nous sommes au service du peuple. Et nous, comme direction générale, comme comité de gestion, nous faisons passer l'intérêt du douanier avant toute chose. Enfin, le directeur général des douanes et axes, Deo Rugwiza Magera, a remis le 6 décembre 2019 les brevets à une cinquantaine de douanières qui ont suivi une formation les 12 et 13 novembre dernier axée sur le thème « Le sport, outils de management dans l'entreprise ». C'était au siège de la DGDA. Reportage signé Jocelyn Baba et Céline Bumba. Faire de la formation des femmes douanières son cheval de bataille reste l'une des visions principales du directeur général des douanes et axes, Deo Rugwiza Magera, qui se bat jour et nuit pour promouvoir, valoriser et rendre dynamique les femmes de cette régie financière congolaise. Pour ce faire, une cinquantaine de femmes de la douane congolaise a été formée du 12 au 13 novembre dernier sur les sports outils de management dans l'entreprise. Depuis son accession en 2005 au poste de directeur général, Deo Rugwiza Magera ne ménage aucun effort pour mettre la femme douanière au centre de ses préoccupations quotidiennes. Le sport étant une médecine préventive, permet de maintenir les personnels en bonne santé à la fois physique, mentale et intellectuelle, susceptibles de valoriser des résultats concluants dans l'exercice de leurs fonctions. Le sport est aussi un facteur qui renforce la cohésion entre les cadres et agents, avec comme finalité la maximisation des recettes au profit du compte général du trésor public. Les gens qui y travaillent, lorsqu'ils sont en bonne santé, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est voir lorsqu'on se met dans les exercices physiques, ça donne une bonne santé, une santé physique, une santé morale et mentale surtout. Que toutes ces femmes puissent s'assembler et puis travailler pour le bien-être de l'entreprise et faire mobiliser, augmenter les recettes davantage. Et c'est en fait un système gagnant-gagnant. Le capital humain reste le seul fondement de mobilisation des recettes de l'État, a déclaré la directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude, Pierrette Mbombo Mokadi. Nous sommes de régie financière. Et nous sommes appelés à mobiliser les recettes pour donner à l'État le moyen de sa politique.
Pour mobiliser ces recettes, le fondement, c'est d'abord le capital humain. Ce capital humain doit être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il y a notamment les sports. Les sports, comme on le dit toujours, un corps sain dans un esprit sain, ça donne de bons résultats. Donc, mes impressions sont très positives et j'encourage les autres femmes qui n'ont pas été avec nous de nous suivre, comme l'a proposé le docteur. Est venu ensuite le moment pour cette douanière de faire une petite démonstration d'un exercice sportif devant les patrons de la DGDA, tout en expliquant son bien fondé. Comme ça, donc il faut être tout droit. Donc vous essuyez, donc c'est l'exercice. Vous essuyez, même pendant 5 à 10 minutes. À son tour, le numéro 1 de la DGDA a félicité ces femmes douanières pour leur participation active à cette formation. Cette rencontre s'est clôturée par la remise de brevets aux participantes accompagnée du code de déontologie et de l'éthique de l'agent de la douane. Un communiqué conjoint avant de poursuivre cette émission, le secrétariat général à l'industrie et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, en sigle, rappelle aux opérateurs économiques exploitant sur toute l'étendue de la République assujettis au paiement des taxes relatives à la métrologie légale, taxes sur la détention des instruments de mesure à usage industriel et ou commercial, et à la normalisation, taxes sur la marque nationale de conformité aux normes pour l'exercice 2019, de s'acquitter de cette obligation au plus tard le 31 décembre 2019. Dépassé ce délai, les taxes susvisées seront payées assorties des pénalités et amendes telles que fixées par les textes légaux et réglementaires en la matière. C'est un communiqué co-signé pour la DGRAD, Magui Sambi Kikoutoué, directeur général, et pour le secrétariat général à l'industrie, Bernadette Nzamba Nyangé. Lancement jeudi 5 décembre 2019 à l'hôtel Sultani à Kinshasa d'un atelier sur la présentation de la méthodologie PEFA 2016, un anglicisme de dépenses publiques et responsabilité financière. Il s'agit donc d'un cadre normatif d'évaluation du budget de l'État. Voici les explications de Michel Wangui et Fanfa Makitou. Cet atelier constitue la troisième évaluation de la performance de la gestion des finances publiques selon les cadres normatifs PEFA mondialement utilisés qui s'appuient sur 31 critères de performance dont l'exécution du budget, au nombre desquels la crédibilité du budget depuis son élaboration en passant par son adoption, son exécution et les différents niveaux de contrôle. Les deux premières évaluations réalisées en 2008 et 2012 ont révélé des écarts majeurs sur le principe de base voté au Parlement et son exécution sur le terrain, écart allant jusqu'à 500% pour ne parler que de l'évaluation de 2008. Cet atelier permettra au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers d'avoir une nouvelle base d'informations sur les niveaux d'exécution du budget de ces 3 dernières années. Le coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, Godefroy Misenga, parle du bien fondé de ces différentes évaluations. Les finances publiques, c'est un domaine vital de l'État. Et ce domaine-là, étant un domaine vital, il doit être soumis à une évaluation. Et l'évaluation PEFA, c'est une évaluation reconnue mondialement qui permet de faire voir à un gouvernement le point fort et les points faibles de son système de gestion des finances publiques. Et au regard des résultats qu'on peut obtenir dans le cadre de cette évaluation, les gouvernements devraient se mettre d'accord sur les priorités alignées dans le cadre de la conception d'un programme de réforme. On fait les diagnostics et on aboutit à la conception d'un programme de réforme. Nous sommes à ce jour à la 3e évaluation. Après celle qu'on a conduite en 2008, la première évaluation conduite par le pays, c'était en 2008. Et les résultats de cette évaluation ont permis au gouvernement d'élaborer la stratégie de réforme des finances publiques adoptée au mois de mars 2010. Cette stratégie a été mise en œuvre. 2 ans après, la Banque mondiale et la coopération britannique nous ont aidés à faire une 2e évaluation en 2012. Et les résultats de 2012 ont démontré que les programmes de réforme mis en œuvre ont contribué significativement
pour améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques. Mais après 2010, nous avons 9 ans aujourd'hui. Ça fait 9 ans. Il était important que nous fassions un nouveau bilan. 9 ans après qu'on ait mis en œuvre la stratégie de réforme. Et 7 ans après qu'on ait conduit la deuxième évaluation. C'est la raison de la troisième évaluation qui est financée par l'Union européenne. Le gouvernement a sollicité l'accompagnement de l'Union européenne pour faire cette évaluation. Et comme toute évaluation nécessite l'appropriation, l'adhésion de tous les acteurs. Pour Jean-Marc Philippe, chef de la délégation PEFA auprès de l'Union européenne, le cadre normatif dans la gestion des finances publiques est d'une importance capitale. Alors la performance de la gestion publique, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de la préparation du budget, pour l'allocation stratégique des ressources. C'est au niveau de la crédibilité du budget, pour savoir si le budget est exécuté conformément aux bonnes pratiques et conformément à la loi de finances qui a été votée par le Parlement. Et à partir du moment aussi où si on mesure les performances des services qui ont été fournis par l'administration. C'est tout ce que le cadre évalue. Les participants ont été informés sur les innovations qu'apporte PEFA 2016, avec notamment l'introduction des nouveaux piliers et indicateurs. Après cette troisième évaluation, les COREF s'apprêtent à préparer d'autres réformes à soumettre au gouvernement pour plus de crédibilité dans la préparation, adoption et exécution de la loi des finances en République démocratique du Congo. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration publique, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, avec l'appui de la Banque mondiale, a organisé un atelier préparatoire du mentorat de 532 Junior Professional Office, entendez, jeunes professionnels JPO, vague 1, 2 et 3, à l'École nationale des finances. C'était du 2 au 4 décembre 2019. Reportage de Myriel Makessé et Céline Boumba. L'objectif de cet atelier préparatoire du mentorat de 532 Junior Professional Office, JPO, vague 1, 2 et 3, est de renforcer les capacités des mentors recrutés afin d'assurer une intégration réussie des JPO dans l'administration publique. Ces mentors qui sont des cadres retraités chargés d'améliorer les compétences et la réussite personnelle d'un individu ou d'une équipe. Pour le cas spécial, des mentorés qui sont des Junior Professional Office JPO, jeunes professionnels, œuvrant dans les différents ministères. Cérémonie ouverte par Francis-Kela Matanda, secrétaire général chargé des retraités, représentant la ministre de la fonction publique empêchée. Je suis très heureux. Nous avons demandé à ce que les retraités ne puissent pas, qu'on ne les abandonne pas, mais qu'ils puissent toujours travailler pour le pays. C'est ce qu'on appelait la reconversion professionnelle des retraités et rentiers. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle des retraités vient de prendre un pas tout à fait concret à travers le mentorat. On va profiter de l'expérience de tous les hauts cadres de l'administration publique pour qu'à travers ces expériences, ils puissent effectuer le transfert de connaissances à tous les jeunes agents qui viennent d'entrer à la fonction. C'est en présence de Jean-Paul Mabaya, coordonnateur AI du projet des réformes et des rajeunissements de l'administration publique PRAP. Le diplôme, il est important, mais vous savez, dans la catégorie des compétences, on dit qu'il y a le savoir, qu'il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Les meilleurs en matière de gestion administrative vous viennent fondamentalement de l'administration publique. Financé par la Banque mondiale, cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet de réforme et des rajeunissements de l'administration publique, PRAP, vise la redynamisation de la fonction publique, une affaire de tous. Cet atelier était vraiment bien attendu par nous et par les jeunes, parce que c'est depuis 2017 que nous sommes retraités. Nous avons été formés pendant 2 mois. Nous avons été ravis d'apprendre que nous allions commencer. Et nous avons réellement commencé. Le souci du gouvernement est d'accompagner les jeunes professionnels. L'accompagnement ne doit pas s'arrêter en route. On doit avoir l'habitude, quand on commence un programme, qu'on termine. Et quand on termine, qu'on installe les structures de ce programme. Il ne faudrait pas que le programme soit à moitié parce qu'on risque de ne pas avoir le résultat escompté. Au mentoré, bon, ils ont tous sûrement un diplôme universitaire, mais ils n'ont pas l'éthique professionnelle que nous avons eu la chance d'avoir parce que nous avons
parcouru plus de 30 ans de service, de carrière. Et si nous pouvons leur transmettre cela, c'est une bonne chose. Occasion pour les jeunes professionnels JPO d'exprimer leurs attentes et manifester leurs besoins auprès des autorités et mentors. 54 JPO pour la première vague, 107 pour la deuxième vague et 371 pour la troisième vague. Ce sont au total 532 JPO en fonction et une quatrième vague déjà en pleine formation. Ce que je retenu du monitoring, il s'agira de nous aider dans nos administrations respectives afin de nous accompagner sur le plan administratif, de nous donner des techniques qui nous permettra d'exceller durant notre carrière au sein de l'administration publique. En fait, nous sommes vraiment impressionnés aussi. Nous sommes contents déjà de constater que l'administration publique s'intéresse au programme Jeunes Professionnels en pensant à un monitoring. Déjà, ça nous fait du bien parce que ça n'a pas été organisé avant. Et déjà, l'initiative nous arrange, nous, en tant que jeunes professionnels. En fait, c'est déjà un pas pour le gouvernement. Moi, je pense que quand les moniteurs seront sur terrain, ils se rendront compte de beaucoup de difficultés que nous avons. C'est à l'issue de cela qu'ils pourront encore, avec le gouvernement, voir dans quelle mesure nous aider. Mais nous voulons déjà que le gouvernement continue à s'impliquer dans ce programme, vu que le rajeunissement de l'administration est vraiment d'une importance capitale dans notre administration qui s'avère être vieille. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, les choses iront dans le bon. L'administration publique, effectivement, organise des formations à travers le projet des réformes et rajeunissement de l'administration publique, des formations des mentorés et des mentors. Mais ces formations vont aboutir au fait à des recommandations concrètes qui vont concilier les intérêts des jeunes professionnels, mais aussi les compétences des mentors. Une initiative louable basée sur deux volets, la mise à la retraite et le rajeunissement de l'administration publique. On prépare à cet atelier les secrétaires généraux à la fonction publique chargés des actifs, de la retraite et rentiers, le secrétaire général émérite et honoraire, les mentors, les JPO, les experts du Sénarec et ceux du PRAP. Les animateurs des 5 directions du ministère des Finances sont en formation sur l'élaboration de la cartographie des risques ou registres de plans d'audit avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement de la redevabilité et de gestion des finances publiques Profit Congo, coordonné par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Jocelyn Baba et Christian Kinina pour les détails. Pendant 15 jours, les représentants des 5 directions du ministère des Finances sont en formation sur l'élaboration d'une cartographie ou registre des risques au plan d'audit. Une formation qui sera assurée par les inspecteurs des finances et directeurs des 10 ministères à l'issue de la formation l'air dispensée par un consultant international. Des assises financées par la Banque mondiale à travers les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo sous la coordination du comité d'orientation et de la réforme des finances publiques COREF. Au total, 14 agents des directions administratives et financières de la préparation de la loi et reddition des comptes, de la réglementation et qualité comptable, de l'audit et du contrôle, du trésor et des moyens de financement seront formés au cours de cet atelier de formation ouvert mercredi 4 décembre au secrétariat général du ministère des Finances. À l'issue de cette formation, ces apprenants vont identifier 7 risques dans leur milieu de travail afin d'éviter les dérapages et repérer certaines failles au sein de l'administration publique. Un modèle informatique est mis en place pour cartographier les risques à tous les niveaux des ministères à caractère financier avec l'accompagnement de l'inspection générale des finances. C'est la 3e fois que l'activité est organisée par le COREF. C'est un processus. L'objectif, c'est d'arriver à instaurer cette démarche de management des risques au sein de toutes les administrations publiques. La première expérience a concerné les 5 ministères pro-pauvres, le ministère de l'Agriculture, Santé, Enseignement primaire secondaire, Infrastructure et Développement rural.
La deuxième expérience avait concerné beaucoup plus les administrations fiscales, la DGI, la DGRAD et la DGDR. Donc cette fois-ci, ce sont les ministères à caractère financier qui ont été choisis, donc les ministères des Finances, les ministères du Plan, du Budget, Économie et Portefeuille. L'objectif, c'est d'arriver à former le manager à maîtriser une gestion, un management basé sur les risques qui peuvent leur empêcher d'atteindre leurs objectifs de politique publique dont ils ont la charge. Et le cabinet qui a été recruté a mis au point un modèle, un outil informatique qui permet de cartographier les risques à partir de la mission jusqu'au processus d'audit qui sera mené. La cartographie des risques constitue une représentation schématique visant à donner les capacités et outils au ministère des Finances pour conduire à bon port sa mission. L'opération vise à donner les capacités et les outils et donc aux différents ministères qui sont représentés et pour pouvoir conduire leur mission de façon performante et dans la mise en œuvre des nouvelles réformes, notamment le budget programme. Et vous avez compris que le budget programme, c'est ce budget-là qui va permettre à l'État, au travers des objectifs de politique, et d'atteindre les objectifs de développement qui sont recherchés avec la performance souhaitée et au niveau de la mise en œuvre de ces politiques. Donc les outils qu'il faut pour accompagner ce dispositif-là, c'est la cartographie des risques, c'est aussi l'audit basé sur les risques pour les corps de contrôle qui désormais, au lieu de tout contrôler, devraient cibler donc les zones à risque élevé et compte tenu de la rareté des ressources, bien entendu. Cette première phase de la formation rentre dans l'objectif de renforcer les capacités des agents et cadres du ministère des Finances sur l'élaboration de la cartographie des risques afin d'accompagner l'inspection générale des finances dans l'amélioration de ses procédures de contrôle. Et puis au ministère des Finances, sachez que le ministre Sélé Alagouli a présidé jeudi 5 décembre 2019 au Cercle Les Gourmands à Gombe la 9e réunion du comité de pilotage du Fonds national RED+. RED+, c'est la réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Cette séance de travail a permis de relancer le dialogue entre la République démocratique du Congo et ses partenaires dans le cadre de la mise sur pied et le financement de la gouvernance forestière. C'est ce que nous disent en tout cas Jean-Louis Sekama et Étienne Kumba dans ce reportage. La question du changement climatique prend le dessus sur bien des domaines et devient également une affaire financière. C'est le cas de la RDC qui, avec ses forêts, constitue le deuxième poumon de la planète. L'initiative RED entendait la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts constitue aujourd'hui également un défi financier. Le Fonds national RED+, FONARED, a en RDC son comité de pilotage qui a planché sur plusieurs questions au cours de sa 9e réunion. Un état des lieux de la mise en œuvre nous sera présenté au cours de cette session pour permettre la mise à niveau, comme l'a dit le coordonnateur dont la cellule sert de secrétariat technique, qui permettra la mise à niveau de nouveaux membres et de circonscrire le chemin parcouru ainsi que les perspectives qui se dressent devant nous. Cette séance de travail organisée après la tenue à New York de la réunion sur la préservation des forêts a débouché sur quelques résolutions. C'est ainsi que nous allons approuver au cours de cette session, entre autres le financement du programme de gestion durable des forêts, qui vient en appui au ministère de l'Environnement, étant entendu que tous les autres ministères sectoriels représentés ici ont déjà été servis. Les défis sont énormes et la tâche est grande pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, vice-président du comité de pilotage du FONARED. Nous avons relancé le dialogue avec les partenaires dans le secteur de la gestion durable de nos forêts. Nous venons d'adopter une grande décision, à savoir le projet de gestion durable des forêts qui sera financé par CAFI et la France et il démarre en 2020. La COP25 a commencé à Madrid en Espagne. Claude Nyamugabo promet d'y être. J'irai à la COP25. Je voudrais souligner ici que la COP dure 2 semaines. La première semaine est dédiée aux experts. Et les experts de la République démocratique du Congo sont bel et bien à Madrid.
La deuxième semaine qui commence le 9 jusqu'au 13, c'est le segment ministériel et votre ministre de l'Environnement se rend à Madrid à partir de samedi. Seulement 200 millions de dollars ont été mobilisés sur 1 milliard attendu. Avec la précarité des populations des milieux forestiers, le challenge est de taille. Mais nous espérons que dans le prochain cycle 2021-2025, on va atteindre ce chiffre d'1 milliard, voire le dépasser, pour essayer d'avoir de l'impact sur l'étendue de la République. En appui au FONARED et à son comité de pilotage, il faut compter sur l'initiative sur les forêts d'Afrique centrale, CAFI. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà, tous les opérateurs économiques sont donc appelés à payer cette taxe de promotion de l'industrie pour permettre au Fonds de promotion de l'industrie de poursuivre le financement des projets industriels. Rendons-nous à présent à la primature pour découvrir les activités du chef du gouvernement réalisées au cours de la semaine qui vient de s'achever, les condensés et de Patience Omilia sur les images de nos confrères du service de communication de la primature. Le cadre macroéconomique du pays demeure stable au-delà des efforts à fournir pour maintenir le cap en cette fin d'année, a indiqué le vice-premier ministre à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il y a des pressions énormes, surtout que nous sommes en fin d'exercice. Le premier ministre a instruit le ministre des Finances, moi-même ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, pour encadrer les dépenses ainsi que les recettes de l'État. La délégation du bureau Veritas, conduite par son vice-président Stéphane Godéchon, est allée solliciter le soutien du gouvernement Ilunkamba dans l'exécution de 2 projets structurants en RDC, à savoir le bon fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur et le projet de vérification de la conformité de marchandises à l'importation. Voulant investir en RDC, la délégation des Trade Development Bank, une banque de la zone Comesa, conduite par son directeur régional, Dr Mabouba Diane, a exprimé au chef du gouvernement la volonté de sa banque d'accompagner la République démocratique du Congo. Cette banque compte investir avec plus ou moins 400 millions de dollars américains dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures, l'eau, la télécommunication ainsi que l'agriculture. Dans le cadre de sa politique de développement à la base, le chef du gouvernement a échangé avec le caucus des députés nationaux et provinciaux de la ville-province de Kinshasa sur l'état des lieux de la capitale après les pluies diluviennes qui se sont abattues les 25 et 26 novembre derniers. Le même sujet était au centre des échanges entre le Premier ministre et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a préconisé la démolition des constructions anarchiques qui sont à la base des inondations à Kinshasa. Le gouverneur du Kasaï central, Kabuya Mulamba, accompagné de Patrice Aimé Sesanga, président de l'Assemblée provinciale, a eu un tête-à-tête avec le patron du gouvernement. Au centre de leur entretien, la situation politique, sociale et économique de leur province. Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre et le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, ont échangé sur les orientations à suivre par rapport au système de cantonnage manuel à réaliser sur 87 000 km de routes des dessertes agricoles à travers la République. C'est sur ça qu'on va commencer. Recruter les cantonniers et les payer chaque mois. S'ils sont payés chaque mois, toutes les routes seront entretenues. Chaque cantonnier sera responsable d'1 kilomètre
et vous verrez que la relance de la production va se faire facilement. Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a reçu en début de semaine la délégation des Nations Unies conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, porteur d'un message de solidarité au peuple congolais à la suite des massacres de populations civiles dans l'est du pays. Paten Familia, représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée de lutte contre les violences faites aux femmes en période de conflit, a signé avec le Premier ministre Nandindoum du communiqué conjoint de 2013 portant sur la lutte contre l'impunité, la réforme du système de sécurité et le contrôle dans l'exploitation des ressources naturelles. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général-major Raous Chaloué, accompagné de ses 2 adjoints, est allé soumettre au Premier ministre le plan d'action, d'audit, de contrôle, d'enquête et d'évaluation au sein de la police nationale congolaise. L'actualité à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA reste dominée par les visites d'itinérance du directeur général AI de cette structure. Alain Kaninda est passé également chez Grace Savoye et chez Allied Insurance Brokers AIB pour se rassurer des dispositions prises par ces sociétés dans le cadre du respect des engagements pris par elles. Voici les détails dans ce reportage. La libéralisation du secteur des assurances en RDC augure de lendemain meilleur, car renforçant les 2 leviers du secteur qui sont la culture d'assurance et la formation à l'assurance. Étant donné que les bases d'un marché des assurances en RDC sont en train d'être posées par l'ARCA, pleinement impliquée et responsable de la réussite de cette grande réforme. Les visites sur le terrain auprès des sociétés agréées de son directeur général, Alain Kaninda, rentrent dans cette noble mission en tant que régulateur. Chez Grace Savoye, le patron de l'ARCA s'est rendu compte de l'effectivité des activités de terrain engagées par cette société d'assurance, dont les responsables ont été plus que satisfaits de la visite du directeur général de l'ARCA. Même exercice chez Allied Insurance Brokers AIB, où le directeur général de l'ARCA a palpé du doigt les réalités de ces courtiers d'assurance. Une visite qui n'a pas laissé indifférent le gestionnaire des comptes de AIB. Nous sentons vraiment de plus en plus une présence réelle et effective de l'ARCA sur le marché. Et ça se ressent. C'est-à-dire depuis le 28 mars, depuis la libéralisation effective, nous avons beaucoup de feedback, on va dire, positif, aussi bien de la part des clients que des nouveaux acteurs sur le marché, aussi bien nos concurrents courtiers que nos collaborateurs assureurs. Et le fait de voir aujourd'hui que l'ARCA se rend vraiment dans nos bureaux pour voir comment est-ce que nous fonctionnons, pour répondre à nos questions, aussi pour nous permettre de collaborer avec eux. Pour nous, c'est un fait effectif. Ça prouve vraiment que le marché est en train d'évoluer comme nous l'espérions. Petit à petit, l'ARCA est en train d'écrire l'histoire d'un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux en RDC, ce qui confirme de plus en plus que dans les prochaines années, le marché d'assurance congolais sera parmi les 5 plus grands marchés d'assurance en Afrique et même dans le monde, vu son potentiel important. Nous sommes ravis de voir qu'il y a une équipe professionnelle qui est en place et que c'est également une société qui a commencé ses activités, bien qu'elle avait quand même un existant avant la libéralisation formelle, mais qui a fait le pas de se conformer à la loi et de suivre les prescrits de la loi en matière des assurances et en respectant le code des assurances. Nous avons rappelé l'importance pour tous les opérateurs qui fonctionnent dans le nouveau marché qui est régulé après la libéralisation, de travailler en respectant les principes qui sont édictés par la loi. Et notre préoccupation en tant que régulateur, c'est évidemment d'avoir les assurances également de la part des gestionnaires et des dirigeants de cette entreprise, qu'ils vont s'engager à honorer les contrats qu'ils signent avec les clients, c'est-à-dire les indemniser en temps, en heure et respectivement selon les engagements qui sont pris dans les contrats. Par là, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, est non seulement comme pilote ou arbitre, mais aussi et surtout comme animateur d'un secteur à haut potentiel auquel l'ARCA redonne forme et fond.
Place à présent aux tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation prélevées sur les principaux marchés de Kinshasa à quelques semaines des festivités de fin d'année 2019. Philo Cholet nous en parle dans ce document. Les prix du haricot prennent de plus en plus de l'ascenseur avec un sac de 100 kg qui a connu une hausse passant de 186 $ américains à 200 $ américains, soit une hausse de 14 $ américains par rapport à la semaine passée. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central dans la commune de la Gombe, où ces mêmes sacs de haricots de 100 kg qui s'est négocié il y a peu à 188 $ américains se vend présentement à 220 $ américains. Au marché Zigida dans la commune de Kinshasa, un sac de haricots qui coûtait 185 $ américains coûte 210 $ américains. Au marché Gambela dans la commune de Kassavubu, un sac de haricots de 100 kg, on peut l'acheter à 230 $ américains. Cette hausse des prix du haricot est due à la périodicité culturelle de ce produit dans les centres de production où les agriculteurs sont au stade de semis. La dégradation des routes des desserts agricoles due à l'abondance des pluies est également pour quelque chose dans l'augmentation du prix de cette denrée alimentaire de grande consommation. Hausse des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Les prix des sacs de 25 kg qui s'est vendu à 34 800 francs congolais se vend présentement à 35 200 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où les prix de ces mêmes produits a augmenté en se négociant à 35 000 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 34 700 francs congolais. Au marché Zigida, on peut l'acheter à 35 400 francs congolais avec une légère hausse de 400 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il s'est négocié à 35 300 francs congolais. Cette hausse des prix du riz est due à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Du côté viande, un carton de 20 kg s'est vendu à 182 000 francs congolais au marché de la Liberté, 182 500 francs congolais au marché central, 183 000 francs congolais au marché Zigida et 180 000 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix de viande est due au mauvais comportement de certains opérateurs économiques qui préfèrent stocker leurs marchandises pour les revendre plus cher pendant les festivités de fin d'année. Pour le produit sec, sachez que les prix d'un bol de maïs en provenance du Congo central et du Kwilu a connu une légère hausse passant de 800 francs congolais à 1000 francs congolais, soit une légère augmentation de 200 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, un bol de maïs qui coûtait 900 francs congolais se vend à 1100 francs congolais. Au marché Zigida, pour avoir un bol de maïs, il faut débourser 1200 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, les prix d'un bol de maïs n'a pas changé. On se vend maintenant à 1000 francs congolais. Cette hausse des prix s'explique par les délabrements de routes de desserts agricoles accentués par les pluies diluviennes qui s'abattent dans les provinces du Congo central et dans l'ex-Bandundu. Terminons ce tour d'horizon des prix avec le sucre, dont les prix d'un sachet de 5 kg est passé de 8 000 francs congolais à 8 600 francs congolais au marché de la Liberté. 8 500 francs congolais, c'est les prix d'un sachet au marché central. Au marché Zigida, il coûte 8 400 francs congolais et enfin au marché Gambela, on peut l'acheter à 8 600 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les grands marchés de Kinshasa, la capitale congolaise. Santé de la devise nationale à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 6 décembre 2019 un dollar américain à 1662,89 francs congolais, 1 euro à 1845,34 francs congolais et un franc CFA à 2,813 francs congolais. Au samedi 7 décembre 2019, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1650 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de Kinshasa et à 1713 francs congolais au centre-ville de Kinshasa, précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international d'Njili, le taux demeure inchangé à 1600 francs congolais le dollar américain, 1680 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, la capitale. À Bukavu, au sud Kivu, le roi dollar s'est négocié à 1600 francs congolais, 1650 francs à
Kananga au Kasaï central et à Bwende dans la province de la Chuapa. À Likasi, dans le Haut-Katanga, le roi dollar s'est échangé à 1660 francs congolais et 1670 francs congolais à Mbujimayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Matadi dans la province du Congo central où la devise américaine s'est changée à 1671 francs congolais. Selon les informations de notre possession, cette hausse du dollar s'explique par la tendance haussière du taux dans la ville de Kinshasa qui est à proximité de Matadi, déjà à 1713 francs congolais. Cours des matières premières sur le marché international à présent, après la baisse de la semaine dernière, le prix du baril du pétrole est en hausse de 1,61% à Londres, se vendant à 64,30 $ américains et de 1,42% à 59,17 $ américains à New York. Sur le marché des produits miniers, la tonne du cuivre s'est négociée à 5 854,70 $ américains, soit une hausse de 0,74%, baisse de 1,47% pour le cobalt, dont la tonne a terminé la semaine à 35 000 points. L'once d'or, de son côté, a vu son prix baisser de 1,07%, se situant à 1459,10 $ américains. La tonne du maïs a coûté 367 $ américains, en baisse de 0,61%, plus 0,12% pour la tonne du riz qui s'est vendue à 12,31 $ américains et baisse de 0,47% pour la tonne du blé qui s'est négociée à 533 $ américains. La tonne du café s'est vendue à 125 $ américains, en hausse de 2,93%. Hausse également pour celle du cacao de 2,36%, se vendant à 2607 $ américains. Et enfin, le coton a bouclé la semaine en hausse de 0,01%, en hausse de 2,01% à 66 $ américains la tonne. Image signée Céline Bumba Angelani. Les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo ont été édifiés sur l'existence de deux produits de la société Logico ADA, en l'occurrence les logiciels X2O Soft et X2O Lite. Ces deux logiciels intégrés de gestion et de comptabilité facilitent à ses utilisateurs une bonne tenue d'opération comptable. Je vous propose d'écouter le chargé de marketing et commercial de la société Logico ADA qui explique les spécificités de ces deux logiciels. Il est au micro de Michel Wangi. Nous avons présenté ces logiciels qui sont les meilleurs produits sur le marché en ce qui concerne la gestion d'entreprise. En termes de qualité, premièrement, parce qu'en fait, ils tiennent compte de la spécificité de la comptabilité congolaise, mais aussi en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a pas un meilleur produit sur le marché que le nôtre, mais aussi en termes de prix, nous avons le meilleur coût. Lorsqu'il y a un client qui vient vers nous, nous faisons des démonstrations. Donc, le client exprime son besoin, nous allons vers lui pour faire une démonstration, lui expliquer comment fonctionne le logiciel. Mais après achat, il y a une formation qui s'ensuit. Tous nos produits sont vendus avec la formation et aussi à part la formation, il y a une période de prise en main qui va s'en suivre pour permettre à l'utilisateur de comprendre. Du reste, nos logiciels sont très intuitifs, très simple d'utilisation, l'interface est très adaptée à l'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être comptable pour arriver à utiliser nos logiciels. Il suffit juste de savoir écrire, savoir lire le français et savoir calculer. Donc le reste, pas besoin d'être comptable pour comprendre l'utilisation de nos logiciels. Et effectivement, tous nos logiciels sont vendus avec la formation. Le logiciel X2O Soft vient avec tous les plans exigibles par OADA. Tous les rapports, notamment les TFT, le compte des résultats et les bilans. Nous avons un outil qui est parfaitement conforme au plan comptable OADA révisé. Mais plus loin, d'ici mars de l'année prochaine, nous aurons intégré dans le logiciel tous les autres rapports exigibles par les CPCC, notamment l'alias fiscal. Lorsque vous aurez, d'ici mars 2020, tenu votre comptabilité avec nos logiciels, vous n'aurez pas besoin de recourir à un expert fiscal pour produire tout ce qui a trait au CPCC et à la fiscalité. Rien qu'avec le logiciel, vous pourrez avoir tous ces rapports. La famille Lega et la fondation Lega Solidaire ont offert un cocktail en l'honneur de leurs fils et filles nommés à de hautes fonctions au niveau national. Cadre choisi, le restaurant La Citronnelle au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe,
Fabien Luboulou Bakayaka et Fefe Mokobeloa nous font revivre cette soirée festive. Regardez. Était en l'honneur Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe, vice-premier ministre, ministre du Plan empêché pour raison d'État, Jean-Marie Lukunji Kikuni, ministre de la Culture et des Arts, Maître Bernard Takaiche Ngumbi, vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, et l'honorable Kassindi. Une véritable ambiance de retrouvailles des membres de la grande communauté Lega, issus des territoires de Mwenga, Pangi, Chabunda et Walikale. Représentant le professeur Kasololo Mwenebatende, président de l'Oussou Solidarité empêché, Maître Pascal Mamboleo, après son mot de bienvenue, a tenu à fixer les cadres de cette rencontre avant d'interpeller les heureux promus. Nous tenions à manifester notre satisfaction, notre reconnaissance par le fait que les nôtres arrivent à des fonctions aussi élevées au sein de l'État. À l'occasion, quelques desiderata de la famille Lega ont été rapportés de vive voix à ces dignes fils et filles de la communauté. Très touchés par cette interpellation de Pascal Mamboleo, Jean-Marie Lukunji et Bernard Takaiche ont tout simplement appelé les Lega à se serrer les coudes et à rester unis. L'union fait la force. L'effort que nous allons faire, c'est nous souder les coudes. Et ce que vous venez de faire là, je pense que c'est effectivement un début. Hein, c'est du Tungane Shebot. Na tout continuer, tout s'y achane. Nous ne pouvons rien sans base. Nous ne pouvons rien sans vous. Tout ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas cette base-là, c'est nul. Je vous exhorte simplement à l'unité. L'unité, c'est l'élément le plus important pour faire face à tout obstacle. Si on n'est pas unis, on ne peut rien faire. Cette initiative d'honorer ses fils Lega a été bien appréciée par tous les membres de l'Oussou présents à cette cérémonie. C'était bon d'avoir été ensemble, d'avoir partagé un verre ensemble. Moi, je crois que quand il faut jeter des fleurs à quelqu'un, moi, je crois qu'il faut les faire. Moi, je jette beaucoup de fleurs à ce que j'appelle l'Oussou Solidarité. Kuona hii kitu ya hivi iendelee, isikuwe tu leo ndio mwisho yenyewe. Inafaa watoto wa Lega waungane. Une soirée agrémentée par les chansons du terroir, conformément à la coutume Lega, autour d'un repas partagé et sanctionné par une photo de famille afin d'immortaliser l'événement. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons cette émission à tous nos compatriotes du territoire de Béni. Nous dédions cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine.